on fait pas. Une année, on fait pas. Tout comme l'eau, le gaz et l'électricité sont amenés dans nos maisons de loin pour satisfaire nos besoins avec un effort minimal, nous serons également fournis d'images visuelles ou auditives qui apparaîtront et disparaîtront d'un simple mouvement de la main, à peine plus qu'un signe. Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. La présence des images ne se réduit évidemment pas à un temps particulier et il faut accorder à Aristote, ainsi qu'il le dit en début de Poétique 4, que les hommes aiment naturellement regarder et produire des images, regarder et produire de la mimésis, dit-il. Imiter est en effet, dès leur enfance, une tendance naturelle aux hommes. Et ils se différencient des autres animaux en ce qu'ils sont des êtres fort enclins à imiter, et qu'ils commencent à apprendre à travers l'imitation, comme la tendance commune à tous de prendre plaisir aux représentations. La preuve en est ce qui se passe dans les faits. Nous prenons plaisir à contempler les images les plus exactes de choses dont la vue nous est pénible dans la réalité. Les plus anciennes images figuratives connues à ce jour ont été découvertes en Indonésie récemment. Elles datent de plus de 50 000 ans avant le présent. Elles montrent des hommes et un animal du type cervidé ou cochon. À l'opposé, on sait que depuis près de 2 siècles, la diversité des techniques a permis la production d'une profusion d'images qui fait souvent désigner le monde contemporain comme une civilisation de l'image. Mais jusqu'à l'apparition de ce que Walter Benjamin appelle l'ère de la reproductibilité technique, dans l'ouvrage paru sous le même titre en 1936 et dont l'invention de la photographie est un bon exemple, bien jusqu'à cette ère de la reproductibilité technique, les images ne pouvaient occuper que quelques lieux privilégiés qui étaient principalement des lieux de culte ou bien des espaces liés au pouvoir politique, des bâtiments, des pièces de monnaie. Les œuvres d'art existaient, mais pour des collections privées, les musées n'apparaissent qu'à la fin du XVIIIe siècle. Leur rareté leur conférait sans doute cette aura que Walter Benjamin définit comme une capacité d'apparaître lointaine aussi proche soit-elle, mais les temps qui précèdent notre modernité, depuis le XIXe siècle, ne sont pas des temps de l'image, même si ce ne sont pas des temps sans image. On peut aller plus loin et constater la présence dans l'histoire de nombreux temps iconoclastes. J'y ai consacré 2 épisodes précédents. L'interdit de toute mimésis est formulé aussi bien par Socrate au livre 10 de la République que tout en haut du décalogue qui demande qu'aucune image de ce qui peut être vu sur terre, dans les cieux ou dans les eaux ne soit produite. Dans la République, Socrate demande d'abord une censure sélective des images pour des raisons d'ordre politique, mais au livre 10, c'est tout produit de la mimésis, y compris l'épopée homérique, qu'il faut éloigner de la cité, car leur existence est contraire aux conditions de possibilité de la vérité, telles que la théorie eidétique de la République les définit. De même, le décalogue mosaïque pose l'interdiction de toute figuration comme fondamentale bien avant les condamnations du meurtre, du vol ou de l'adultère. Cet interdit ne concerne pas seulement les espaces sacrés, mais comme chez Socrate, tous les espaces. Dans le culte des images avant l'iconoclasme, Ernst Kitzinger montre que le double héritage grec et biblique a longtemps laissé peu de place à l'image en Europe, jusqu'aux crises byzantines du 7e et 8e siècle. Même si la mise en pratique de ces interdits n'a concerné le plus souvent que les espaces sacrés et même si les iconophiles l'emportèrent finalement, permettant au monde chrétien, catholique surtout d'être un monde de l'image, ce refus de l'image refait régulièrement surface au cours du temps. L'antimimétisme radical des talibans afghans en est un des plus récents témoignages.
On peut donc dire que jusqu'au début du 19e siècle, la place de l'image dans nos sociétés fut réduite, d'un point de vue quantitatif. Le renversement qui s'opère alors est remarquable, et désormais tout tend à devenir support figuratif, y compris la peau de nos corps tatoués et les façades de nos bâtiments. Mallarmé, le plus cohérent des esthètes du 19e siècle, déclarait que tout l'univers existe pour aboutir à un livre. Aujourd'hui, tout existe pour aboutir à une photographie. La caverne de Platon, Suzanne Sontag. Dans son ouvrage consacré à la photographie, qui regroupe des essais écrits durant les années 70, Suzanne Sontag fait allusion à Platon en intitulant le texte initial « Dans la caverne de Platon ». Mais c'est du XXe siècle qu'elle veut parler. En le comparant à la caverne de Platon, elle assimile notre modernité au séjour des hommes parmi les ombres. Mais avec Sontag, il s'agit bien d'images artefactuelles, produites par des hommes ou par des machines et non pas d'images naturelles. Elle montre en particulier comment l'afflux contemporain des images a des effets qualitatifs et non seulement quantitatifs. En introduisant dans ce monde déjà encombré son double iconique, la photographie nous donne le sentiment que le monde est plus disponible qu'il ne l'est en réalité. Le besoin de voir la réalité confirmée et le vécu exalté par des photos constituent un mode de consommation esthétique dont personne aujourd'hui n'est capable de se passer. Si tout devient aisément image, alors le champ de ce qui mérite d'être regardé est sans limite, en même temps que, je la cite, le monde entier peut tenir dans notre tête sous la forme d'une anthologie d'images. Anthologie d'images dont le musée imaginaire de Malraux serait un bon exemple. Aujourd'hui, un étudiant dispose de la reproduction en couleur de la plupart des œuvres magistrales. Découvre nombre de peintures secondaires, les arts archaïques, les sculptures indiennes, chinoises, japonaises et précolombiennes des hautes époques, une partie de l'art byzantin, les fresques romanes, les arts sauvages et populaires. Nous disposons de plus d'œuvres significatives pour suppléer aux défaillances de notre mémoire que n'en pourrait contenir le plus grand musée. Car un musée imaginaire s'est ouvert, qui va pousser à l'extrême l'incomplète confrontation imposée par les vrais musées. André Malraux, le musée imaginaire. Sontag insiste sur le rapport particulier avec le monde qu'installe cette profusion d'images. Le monde devient à la fois davantage notre propriété, car, je la cite encore, « photographier, c'est s'approprier l'objet photographié ». Mais le monde est aussi distant, car photographier un lieu inconnu, c'est aussi une façon de maintenir la distance avec lui à travers l'interposition de l'appareil. Cela permet aussi d'éviter de faire vraiment l'expérience de ce moment pour n'en faire que l'image. Il ne serait pas faux de dire que les gens ont un besoin compulsif de photographier, de transformer le vécu lui-même en une façon de voir. Au bout du compte, vivre quelque chose et en prendre une photo deviennent identiques, et participer à un événement public équivaut de plus en plus à le regarder sous forme photographique. Photographier devient alors une manière de vivre les choses, une manière d'être au monde que Sontag caractérise comme voyeurisme et dont le sens principal n'est pas la curiosité, mais une manière de niveler le sens de tout ce qui se présente, pour laquelle tout est également digne d'être photographié. Alors, mais alors seulement, nous pouvons véritablement parler d'un temps des images, comme d'un temps qui se définit par la présence des images, dans la mesure où les images définissent la nature même de la présence du présent. Les sociétés industrielles font de leurs membres des camées dont l'image est la drogue. C'est la plus puissante forme de pollution mentale. Désir poignant de trouver la beauté, d'en finir d'examiner le dessous des choses, de sauver et de célébrer le corps du monde, tous ces constituants du sentiment érotique s'affirment dans le plaisir que nous prenons aux photographies. C'est la plus puissante forme de pollution mentale. Les gens ont besoin de photographier, de transformer le vécu en une façon de voir. Pour aboutir à une photographie. Sans images, devant une photographie.
des images. L'invasion des images.